Montréal d'un côté, Paris de l'autre. Un fils qui grandit au Canada, un compagnon dont la vie professionnelle s'est longtemps déroulée en France, et entre les deux, des avions, des valises, des départs répétés. Depuis près de 10 ans, l'histoire d'Isabelle Boulay et d'Éric Dupond-Moretti tient dans cette géographie singulière. Ils sont ensemble, ils se sont engagés, ils ont construit une relation durable, mais ils n'ont jamais transformé leur couple en une vie parfaitement fusionnelle. C'est précisément ce qui nourrit aujourd'hui la rumeur. Après une décennie de vie commune, vont-ils enfin se marier? La question paraît simple. Pourtant, chez Isabelle Boulay, elle touche à quelque chose de beaucoup plus profond que la cérémonie, la robe ou la bague. Elle renvoie à tout ce que cette femme a appris très tôt sur la famille, l'attachement, la peur de perdre, le besoin de liberté et la difficulté de croire qu'un bonheur puisse durer sans être menacé. Pour comprendre pourquoi elle peut évoquer le mariage avec humour, patience et presque une forme de prudence, il faut revenir à une nuit qui a fracassé son enfance. Le 24 décembre 1980, Isabelle n'a que 8 ans lorsque son père est victime d'un grave accident de voiture. Il survit, mais la famille ne retrouve jamais vraiment l'homme qu'elle connaissait. Après 10 mois d'hospitalisation, il revient profondément changé, atteint par la dépression et par une instabilité qui transforme l'atmosphère de la maison. Plus tard, il quitte les siens et part vivre isolé dans la forêt, jusqu'à sa mort en 1995. Pour une enfant, le message était brutal. Quelqu'un peut être là, puis ne plus être le même. Un foyer peut sembler tenir, puis perdre son centre sans prévenir. Isabelle a également parlé de violences physiques et psychologiques exercées par son père sur les enfants. Dans sa famille, plusieurs personnes souffraient de troubles bipolaires, et les interventions de la police n'étaient pas exceptionnelles. Il ne s'agissait donc pas seulement d'un accident suivi d'une séparation. Toute son enfance a été traversée par l'imprévisibilité, l'humeur des adultes, la peur d'une crise, les difficultés économiques, la sensation de ne jamais savoir dans quel état se trouverait la maison au retour de l'école. Lorsqu'elle dira plus tard que la dépression laisse en soi une vulnérabilité durable, cette phrase ne viendra pas d'une théorie. Elle résumera une expérience commencée bien avant la célébrité. Après le départ du père et la rupture du couple parental, les finances s'effondrent. Isabelle racontera que la famille a dû vivre grâce aux aides publiques. Elle voit sa mère tenter de tenir avec 4 enfants et elle comprend très tôt qu'elle ne peut pas rester simplement une petite fille. À l'âge où d'autres rentrent déjeuner avant de retourner en classe, elle court à la maison pour préparer à manger, s'occuper des plus jeunes et prendre sa part dans l'organisation familiale. Ce rôle de seconde mère lui enlève une partie de l'insouciance qui aurait dû être la sienne. Il lui apprend aussi autre chose. Aimer pour elle signifie souvent veiller, protéger, assurer que les autres ne manquent de rien. Ce détail éclaire d'une lumière particulière la femme qu'elle deviendra. Isabelle Boulay n'a jamais semblé rechercher l'amour comme une preuve sociale. Ce qu'elle paraît chercher, c'est un lien qui tienne malgré les absences, les contraintes et la distance. Elle a appris très tôt qu'un cadre officiel n'empêche ni la rupture ni l'effondrement. Elle a aussi appris qu'une présence peut compter davantage qu'un statut. C'est là que la rumeur de mariage avec Éric Dupond-Moretti devient intéressante. Ce couple n'a pas attendu une cérémonie pour se considérer comme engagé. Ils ont signé un Pacs, ils se sont fiancés depuis longtemps, mais ils ont laissé la forme juridique et symbolique du mariage au second plan. Avant Éric, la vie sentimentale d'Isabelle n'a pas été linéaire. Au début des années 2000, elle entretient une relation avec l'humoriste et comédien Stéphane Rousseau. Leur histoire dure environ 3 ans et reste largement à l'écart du regard public. Ils choisissent la discrétion, comme s'ils avaient déjà compris qu'un amour soumis en permanence aux commentaires extérieurs peut perdre son espace intime. Pourtant, la relation s'achève en 2003. Il n'y a pas besoin de scandale pour qu'une rupture laisse une trace. Chez Isabelle, qui associe depuis l'enfance l'attachement à la possibilité de l'absence, une fin silencieuse peut être tout aussi lourde qu'un fracas. Quelques années plus tard, elle partage sa vie avec le producteur Marc-André Chicoine. De cette relation naît Marcus, en 2008, son unique fils. Leur couple finira lui aussi par se séparer, mais la naissance de l'enfant constitue un tournant beaucoup plus profond que l'histoire sentimentale elle-même. Isabelle révélera bien plus tard qu'elle avait longtemps cru ne jamais pouvoir devenir mère. Dans l'émission Un dimanche à la campagne, en mars 2024, elle craque en évoquant ses années d'attente, de doute et de tristesse. Elle avait fini par accepter l'idée que la maternité ne viendrait peut-être jamais. Puis Marcus est arrivé. Elle parle de lui comme d'un miracle.
Le mot a du poids, précisément parce qu'il vient après une période où elle pensait que son corps lui refusait définitivement ce désir. L'arrivée de son fils ne gomme pas les années précédentes, mais elle leur donne une autre issue. Isabelle devient mère après avoir longtemps craint de ne jamais l'être, et cette maternité réorganise ses priorités. Lorsque sa relation avec Marc-André Chicoine se termine, elle ne cherche pas immédiatement à reconstruire une image de famille traditionnelle. Elle avance d'abord comme mère, avec les responsabilités concrètes que cela suppose. Cette expérience compte encore aujourd'hui dans sa relation avec Éric Dupond-Moretti. Marcus vit et étudie au Canada. Isabelle refuse de déplacer son fils simplement pour faciliter sa vie amoureuse. Non, Éric, de son côté, a construit en France une carrière d'avocat pénaliste extrêmement exposée, puis une trajectoire politique qui l'a placé au cœur de la vie publique. Aucun des deux ne demande à l'autre de renoncer à son propre axe. Sur le papier, cette organisation semble rationnelle. Dans la vie quotidienne, elle signifie que l'amour se mesure parfois en semaines séparées, en calendriers impossibles à synchroniser et en vol transatlantique. C'est en 2016 que leur histoire commence. Le contraste entre eux attire immédiatement l'attention. D'un côté, une chanteuse québécoise dont la voix est associée à l'intime, à la fragilité et à la mélancolie. De l'autre, un avocat français, connu pour son tempérament offensif, ses plaidoiries puissantes et sa présence publique souvent clivante. Beaucoup auraient pu voir dans cette différence une incompatibilité. Elle devient au contraire l'un des ressorts de leur équilibre. Isabelle n'a pas besoin qu'Éric lui ressemble, elle semble surtout avoir besoin qu'il comprenne qu'elle ne peut pas abandonner ce qui la relie au Québec, à son fils et à sa propre identité. Le couple avance donc sans adopter le modèle le plus simple. Ils officialisent leur engagement par un PACS et sont fiancés depuis longtemps. Pourtant, le mariage reste repoussé. C'est là que la rumeur réapparaît régulièrement. Après 10 ans, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout ? Isabelle elle-même a désamorcé la question avec une phrase devenue célèbre dans les entretiens qui lui sont consacrés. Elle plaisante en disant que se marier à 80 ans pourrait être la dernière folie de sa vie. Derrière l'humour, la réponse est assez claire. Elle ne rejette pas le mariage. Elle refuse simplement d'en faire la condition de validité de son couple. Cette position ne signifie pas que la distance lui convient toujours. Au contraire, elle a reconnu combien l'absence lui pèse. Lorsqu'elle est au Canada avec Marcus, elle peut ressentir le manque de l'homme qu'elle aime en France. Lorsqu'elle est en France, quelque chose d'elle reste attaché au Québec. Son existence est organisée autour d'un paradoxe. Elle a réussi à préserver toutes les personnes et tous les lieux qui comptent, mais cette fidélité à plusieurs mondes l'empêche parfois d'être entièrement présente dans un seul. Ce n'est pas l'indécision d'une femme incapable de choisir. C'est le prix concret d'un choix plus difficile, ne sacrifier ni son enfant, ni son amour, ni sa carrière. Pour Isabelle, le voyage n'est donc pas seulement une contrainte logistique, il devient presque un état intérieur. Les aéroports, les hôtels et les maisons momentanément vides composent une partie de son quotidien depuis des années. Et cette sensation d'être entre deux lieux rejoint une autre solitude, beaucoup plus ancienne, liée cette fois à son métier. Après les concerts, lorsque les applaudissements s'arrêtent, elle retrouve souvent une chambre d'hôtel. Le passage d'une salle pleine à un espace silencieux est brutal. Elle a même chanté cette familiarité avec l'isolement dans Ma solitude, allant jusqu'à décrire la solitude comme une présence connue, presque un compagnon d'habitude. Au début des années 2000, lorsque, mieux qu'ici-bas, la propulse à un niveau de notoriété encore supérieur, la réussite ne produit pas la paix attendue. C'est au contraire une période où elle se sent profondément vide. Dans les chambres d'hôtel, elle écoute Serge Reggiani comme on s'accroche à une voix familière lorsque le silence devient trop lourd. Voilà une autre clé de son rapport au bonheur. Elle n'a jamais cru que le succès extérieur suffisait à stabiliser la vie intérieure. Les disques vendus, les salles remplies et la reconnaissance ne suppriment ni la peur de perdre, ni les fragilités anciennes. Isabelle a parlé ouvertement de dépression clinique. Elle a également évoqué la vulnérabilité particulière qu'elle ressent en raison de son histoire familiale, marquée par des troubles bipolaires. Selon ses propres mots, lorsqu'on a connu la dépression, on demeure quelqu'un de vulnérable. Cette fragilité n'est pas synonyme de faiblesse. Dans son cas, elle explique plutôt pourquoi elle protège autant ses équilibres. Un mariage, pour beaucoup, représente une promesse de stabilité. Pour elle, la stabilité se construit peut-être autrement, dans la durée, dans la confiance, dans le respect de la liberté de l'autre, et dans la possibilité de rester soi-même sans que le lien disparaisse. C'est également ce qui rend sa relation avec Éric Dupond-Moretti si particulière. Leur couple a été confronté à des pressions que la plupart des histoires privées ne connaissent pas.
En partageant la vie d'un avocat engagé dans des affaires criminelles sensibles, puis d'une personnalité politique majeure, Isabelle a vu son espace personnel être contaminé par les risques liés à la vie publique de son compagnon. Selon le récit qu'elle a livré, elle a subi des menaces et des intimidations. À certaines périodes, des mesures de sécurité très lourdes l'ont accompagnée jusqu'à la présence de policiers armés lorsqu'elle se déplaçait. C'est ici que le mot « mariage » prend encore une autre dimension. Vu de l'extérieur, la question semble romantique. Quand vont-ils enfin officialiser? Vu depuis leur réalité, l'engagement existe déjà sous une forme beaucoup plus concrète. Rester ensemble malgré la distance, les carrières, la maternité, les obligations publiques, la surveillance et les menaces demandent une organisation quotidienne que la cérémonie ne résoudrait pas. Le véritable enjeu n'est pas de savoir s'ils sont suffisamment engagés. Il est de savoir s'ils ont besoin d'une nouvelle forme juridique et symbolique pour quelque chose qu'ils ont déjà mis 10 ans à éprouver dans la réalité. Leur refus de se précipiter n'est donc pas nécessairement un signe d'hésitation. Il peut être lu comme la conséquence logique d'un couple qui fonctionne précisément parce qu'il n'impose pas une fusion permanente. Isabelle a souvent insisté sur leur emploi du temps, sur les kilomètres, sur les obligations respectives. Elle ne cherche pas à présenter cette situation comme idéale. Elle dit aussi le manque. Elle dit qu'elle peut être très seule et qu'elle regrette profondément son homme. Mais ce manque n'entraîne pas automatiquement la décision de tout bouleverser. Le couple a trouvé une manière de durer dans l'inconfort plutôt que de résoudre l'inconfort par le sacrifice d'un seul. Ce choix a probablement une résonance particulière chez une femme qui, enfant, a dû sacrifier une partie de son âge pour maintenir la famille à flot. Très jeune, Isabelle a appris à revenir à la maison pour nourrir les autres. Devenue adulte, elle ne veut plus qu'aimer signifie disparaître dans les besoins d'autrui. Elle veut être mère sans cesser d'être artiste, compagne sans quitter son pays intérieur, femme amoureuse sans demander à l'homme qu'elle aime d'abandonner sa propre trajectoire. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est une différence essentielle avec l'enfance. Aujourd'hui, elle choisit les responsabilités qu'elle accepte. Les années récentes lui ont aussi rappelé que les liens les plus importants peuvent disparaître sans prévenir. En mars 2026, elle est frappée par la mort de son manager de longue date, un homme qu'elle considérait comme un oncle, quelqu'un qui l'avait vu grandir et qui constituait un véritable pilier dans son existence. Sa disparition n'est pas seulement professionnelle, elle touche une structure affective ancienne, un de ces rares liens qui relient l'enfant qu'elle fut à la femme devenue célèbre. Éric Dupond-Moretti est entré dans sa vie après plusieurs de ses apprentissages, pas avant. Il n'a pas rencontré une jeune femme qui cherchait à être sauvée de l'incertitude. Il a rencontré une artiste déjà connue, une mère, une femme ayant connu la dépression, les ruptures, l'infertilité redoutée, la célébrité et les départs. Leur relation a donc été construite entre deux adultes dont les vies étaient déjà pleines. Cela explique peut-être pourquoi leur histoire ne ressemble pas à une installation classique où l'un rejoint progressivement l'univers de l'autre. Leur couple a dû se créer dans les interstices de deux vies déjà organisées. C'est aussi ce qui rend la perspective d'un mariage après 10 ans si symbolique. S'ils se mariaient, il ne s'agirait pas du début de leur engagement, ce serait presque l'inverse. La cérémonie arriverait après l'épreuve de la durée. Après les avions, les calendriers, les obligations, les campagnes médiatiques, les périodes de protection policière, les séparations géographiques et les soirées où chacun a dû continuer sa propre route sans pouvoir rejoindre l'autre immédiatement. Leur histoire ne demande plus à être validée par le temps. Le temps a déjà parlé. Mais Isabelle ne semble pas vouloir que le public transforme cette possibilité en échéance. Sa boutade sur un mariage à 80 ans n'est pas une manière d'annoncer une date cachée. Elle dessine plutôt une philosophie du couple. Il y a encore de la place pour l'imprévu, mais aucune urgence à prouver quoi que ce soit. Le Pacs existe, les fiançailles existent, la relation existe, le désir de rester ensemble existe, le reste peut attendre. Cette patience est d'autant plus remarquable que, dans son histoire personnelle, attendre a souvent été douloureux. Elle a attendu que son père guérisse après l'accident, mais il n'est jamais vraiment redevenu l'homme d'avant. Elle a attendu de pouvoir devenir mère en pensant longtemps que cela n'arriverait pas. Elle a attendu dans des chambres d'hôtel que passe la sensation de vide après les concerts. Elle attend encore régulièrement de retrouver Éric de l'autre côté de l'Atlantique. Pourtant, dans le domaine amoureux, elle a fini par transformer l'attente. Elle n'en fait plus seulement une souffrance, elle en fait une composante acceptée de la relation. La présence de Marcus empêche également de réduire cette histoire à un duo romantique. Isabelle a connu le désir d'enfant comme une blessure intime, puis sa naissance comme une délivrance.
Il était donc logique que son fils reste au centre de ses décisions pratiques. Tant qu'il a besoin d'elle au Canada, elle ne traite pas ce besoin comme un obstacle à sa vie de couple. Elle l'intègre à son existence. Éric, de son côté, n'est pas présenté comme celui qui lui demande de choisir. Cette absence d'ultimatum est peut-être l'un des fondements de leur longévité. Dans beaucoup de récits sentimentaux, la distance est décrite comme un problème à résoudre. Chez eux, elle est devenue une donnée à administrer. Elle crée du manque, mais elle protège aussi des espaces individuels. Isabelle reste profondément liée à son Québec. Elle conserve ses repères, son fils, sa langue quotidienne, ses paysages intérieurs. Éric reste ancré dans sa vie française. Leur amour n'abolit pas ses appartenances, il les relie. Cela demande plus d'efforts qu'une vie entièrement partagée sous le même toit. Mais cela évite aussi que l'un doive devenir l'ombre de l'autre. Il serait donc trop simple de voir dans l'absence de mariage une peur. Isabelle a connu bien des peurs réelles, la violence familiale, la maladie psychique autour d'elle, la pauvreté, la possibilité de ne jamais être mère, la dépression, la solitude, les menaces liées à l'activité de son compagnon, la perte de proches. Face à tout cela, le fait de ne pas fixer une date de cérémonie paraît presque secondaire. Son couple ne semble pas suspendu à cette décision. Il continue malgré elle, ou plutôt sans en dépendre. La rumeur, elle, continuera probablement parce que la durée appelle naturellement la question. 10 ans, un pax, des fiançailles. Pour le public, tous les éléments semblent pointer vers une dernière étape. Mais pour Isabelle Boulet, il n'y a peut-être pas de dernière étape. Il y a seulement des formes successives d'un même engagement adaptées à ce que la vie permet. Son histoire personnelle lui a appris qu'une maison peut se briser, qu'un parent peut partir, qu'un corps peut décevoir, qu'une carrière peut ne pas guérir l'âme et qu'un être aimé peut disparaître. Dans ce contexte, rester n'est pas un petit geste. Rester 10 ans est déjà une déclaration. Et c'est peut-être là que la rumeur de mariage change de sens. La vraie question n'est plus seulement « vont-ils se marier ?» Elle devient « qu'est-ce qu'un mariage ajouterait à ce qu'ils ont déjà construit ?» Pour certains couples, il donne un début. Pour Isabelle et Éric, s'il arrive un jour, il ressemblera davantage à un signe posé après coup sur une histoire qui a déjà traversé l'essentiel. Il ne réunira pas soudainement Paris et Montréal. Il ne supprimera ni les avions, ni les obligations, ni la nostalgie. Il ne transformera pas Isabelle en femme moins vulnérable et il ne fera pas disparaître les blessures anciennes. Ce qu'il pourrait représenter, en revanche, c'est une liberté supplémentaire, celle de choisir cette cérémonie quand elle n'est plus nécessaire. C'est peut-être pour cela qu'Isabelle peut en plaisanter avec l'image d'un mariage à 80 ans. L'idée n'a rien d'un renoncement. Elle contient presque un défi au calendrier. Après une enfance où tant de choses lui ont été imposées trop tôt, elle refuse aujourd'hui qu'on lui impose le moment où elle devrait franchir une étape intime. En mars 2024, lorsqu'elle pleure en parlant de la longue peur de ne jamais devenir mère, on voit précisément cette femme qui ne cherche pas à réécrire son passé. Elle ne prétend pas que tout était destiné à bien finir. Elle dit plutôt que Marcus est arrivé lorsqu'elle avait cessé d'y croire. C'est un détail qui aide à comprendre son rapport actuel à l'avenir. Elle peut désirer quelque chose sans construire toute sa vie autour de son accomplissement immédiat. Elle sait que certaines choses viennent tard, d'autres jamais, et que l'on doit continuer à vivre entre les deux. Son couple avec Éric Dupond-Moretti semble fonctionner sur cette même logique. Ils ne vivent pas comme si leur bonheur était incomplet tant qu'un mariage n'a pas eu lieu. Ils vivent ce qui existe maintenant. Les retrouvailles, les séparations, les voyages, les obligations, les conversations, la présence quand elle est possible et le manque lorsqu'elle ne l'est pas. C'est moins spectaculaire qu'une cérémonie, mais c'est probablement là que se trouve la solidité de leur histoire. Isabelle Boulet a passé une grande partie de sa vie à chercher un lieu où se sentir en sécurité sans se sentir enfermée. Bonne Dorsilo de Zira. Enfant, la maison familiale n'était pas toujours un refuge. Adulte, les hôtels sont devenus des lieux de solitude autant que de repos. Le Québec lui donne des racines, mais la France contient une part essentielle de sa vie affective et professionnelle. Son existence ne s'est jamais vraiment organisée autour d'un seul endroit. Peut-être est-ce pour cela que son couple ne s'organise pas non plus autour d'une seule forme. Aujourd'hui, après environ 10 ans de relation, le mariage reste possible, mais il n'apparaît pas comme une urgence. Isabelle et Éric ont déjà choisi la durée, chacun depuis son propre rivage. Ils ont accepté une relation qui ne supprime pas la distance et qui n'exige pas que l'un renonce à ce qui le constitue. Si un mariage arrive un jour, il ne viendra pas combler un vide. Il viendra rejoindre quelque chose qui existe déjà, le ça. Et lorsqu'Isabelle plaisante sur l'idée de se marier à 80 ans, la phrase prend alors un sens très personnel. La petite fille, qui a dû grandir trop vite, refuse
devenue adulte, de vivre selon le calendrier des autres. Elle a déjà passé trop d'années à répondre aux urgences, à protéger, à tenir, à attendre que la vie cesse de trembler. Pour cette histoire-là, elle s'accorde enfin un privilège qu'elle a longtemps peu connu, ne pas se presser.